Après 2 semaines en Suisse où il était hospitalisé, Abdelaziz Bouteflika a regagné ce dimanche l'Algérie où il fait face à une vague de contestation. Une première en 20 ans de pouvoir. En foulant le sol algérien, le président Abdelaziz Bouteflika se confronte désormais à la réalité, celle des manifestants qui ne démordent pas, exigeant la fin de son règne. Ce dimanche, dans le centre d'Alger où les klaxons, expressions de contestation ont résonné toute la journée, 1 millier de lycéens, drapeaux algériens à la main ou noués autour du cou, se sont rassemblés durant plusieurs heures, en scandant notamment « Et Bouteflika, pas de 5e mandat » avant de se disperser dans le calme en fin d'après-midi. Il défilait à travers le pays contre la candidature à un 5e mandat que brigue Bouteflika le 18 avril prochain et une partie du pays a suivi un appel à la grève générale lancé sur les réseaux sociaux. Il faut dire que depuis le 22 février dernier, les Algériens descendent massivement dans la rue pour demander au chef de l'État, qui a fêté ses 82 ans durant son séjour en Suisse, de renoncer à briguer un 5e mandat. Les séquelles d'un accident vasculaire cérébral ont empêché Abdelaziz Bouteflika de s'adresser de vive voix à ses concitoyens depuis 2013 et ont rendu rare ses apparitions publiques. Parmi les 20 nouveau-nés hospitalisés dans la maternité du complexe hospitalier de Rabta, 11 prématurés de 7 à 8 mois sont décédés jeudi et vendredi et un 12e est mort dimanche selon un nouveau bilan donné par Sonia Benchek lors d'une conférence de presse. Après l'indignation déclenchée par ces décès considérés comme révélateurs d'un délabrement du système de santé publique, le ministre de la Santé, Abderraouf Cherif, a démissionné samedi de ses fonctions et est remplacé par Benchek. Tout le monde doit être mis devant ses responsabilités. Ce sont des accumulations de plusieurs années. Nous n'allons pas nous arrêter là. Aujourd'hui, le secteur de la santé est dans un état d'urgence. Ça suffit. Nous avons trouvé, selon les premières constatations, qu'il s'agit d'une infection nosocomiale. Qu'est-ce qu'une infection nosocomiale? Une infection nosocomiale est une maladie que le patient contracte au sein de l'hôpital. Je le dis pour la énième fois. Je peux vous le répéter. Aucun médicament périmé ou sérum périmé n'a été utilisé dans cette préparation. En se rendant samedi à la maternité de Rabta, le Premier ministre Youssef Chahed a promis que les responsables de tout manquement seraient poursuivis. Une enquête médicale et une autre enquête judiciaire ont été ouvertes. Le système public de santé tunisien, autrefois fleuron du pays, a toutefois été mis à mal par des problèmes de gestion et de financement qui ont mené à une dégradation générale avec des pénuries récurrentes de médicaments ces derniers temps. La contestation populaire a payé en Algérie. En plus du report s'inédié de la présidentielle prévue le 18 avril, le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, confronté depuis 2 semaines à une contestation inédite en 20 ans de pouvoir, renonce à briguer un 5e mandat, comme l'exige le peuple. Dans un message à la nation publié par l'agence officielle APS, il précise que la présidentielle aura lieu dans un prolongement d'une conférence nationale chargée de réformer le système politique et d'élaborer un projet de constitution d'ici à fin 2019. Lundi, l'Algérie restait mobilisée au 2e jour d'une grève nationale contre la candidature à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, rentré dimanche de 2 semaines d'hospitalisation à Genève pour des examens médicaux. Au lendemain de manifestations dimanche de milliers de lycéens, l'ensemble des barreaux d'Algérie a entamé une grève de 48 heures. Ni le chef de l'État, qui fait face à une contestation d'ampleur inédite depuis qu'il a été élu pour la première fois en 1999, ni son camp ne se sont exprimés depuis son retour en Algérie. Le Conseil constitutionnel doit statuer avant jeudi sur la validité des dossiers de candidature à la présidentielle. L'Assemblée nationale, dominée par l'opposition, a placé ce lundi le Venezuela en état d'alerte. Le décret soumis au Parlement par Juan Guaidó stipule que l'état d'alerte est décrété sur tout le territoire national en raison de la situation calamiteuse dans le pays due à l'interruption du service de distribution de l'électricité. Le président par intérim autoproclamé fait également appel à la coopération internationale pour sortir le pays de l'ornière.
Devant les députés réunis en session extraordinaire ce lundi, l'opposant Juan Guaidó a de nouveau appelé la population à manifester ce mardi dans tout le pays et à Caracas. En retour, le président vénézuélien Nicolás Maduro a appelé la population à la résistance active contre les attaques fomentées selon lui par les États-Unis contre le système électrique du pays afin de préparer une intervention militaire. Malgré le retour progressif du courant dans plusieurs quartiers de Caracas, la situation reste chaotique pour la population. Se procurer de l'eau et de la nourriture à un prix abordable devient un véritable enjeu plus de 4 jours après le déclenchement de la pire panne qu'ait connue le pays. Et le moindre bloc de glace se négocie comme tout le reste en dollars, jusque dans les moindres recoins du pays. Le retrait de sa candidature à un 5e mandat n'a pas émoussé l'ardeur des manifestants algériens. Plusieurs manifestants ont scandé à travers les rues. Les étudiants résistent à la prolongation du 4e mandat, brandissant de nombreux drapeaux et défilant dans les artères près de la Grande Poste. C'était le 3e mardi consécutif de manifestation après des appels réitérés sur les réseaux sociaux dès le message à la nation de Bouteflika lu lundi soir. Confronté à une contestation inédite depuis son élection à la tête de l'Algérie il y a 20 ans, le chef de l'État algérien a annoncé renoncer à briguer un 5e mandat et reporter la présidentielle du 18 avril sans toutefois fixer d'échéance précise. Il a prolongé par là même son mandat sine die jusqu'à un prochain scrutin dont la date sera fixée ultérieurement par une conférence nationale dont il souhaite que les travaux s'achèvent avant la fin de l'année. Pour les manifestants, Bouteflika n'a pas le droit de prolonger son mandat sans l'aval du peuple. Aujourd'hui, nous, étudiants algériens, représentants de l'élite du peuple, l'élite de la nation, nous sommes contre le prolongement du mandat du président. Nous demandons aux dirigeants le respect de la Constitution. Le président n'a pas le droit de reporter les élections et prolonger le 4e mandat. C'est anticonstitutionnel. On ne peut plus répéter le scénario de 88. Je pense que le pouvoir est disqualifié pour gérer n'importe quelle transition. La transition doit être gérée par des personnalités crédibles qui vont émerger et qui existent en Algérie. La mobilisation étudiante de mardi doit constituer une première indication de la réussite ou de l'échec des annonces du chef de l'État à calmer la contestation. Le véritable révélateur sera néanmoins vendredi, premier jour de week-end et traditionnelle journée de manifestation depuis bientôt 3 semaines. Des journalistes, mais aussi des représentants des candidats d'opposition à l'élection présidentielle du 24 mars prochain se sont réunis pour protester contre la détention arbitraire depuis 1 mois de 2 animateurs satiriques. Critiques farouches et parfois acerbes du régime, les radios où ils exerçaient ont été fermées à 2 reprises. Ils sont détenus à la prison de Moroni dans des conditions d'hygiène déplorables. 5 des 12 candidats d'opposition ont pris fait et cause pour la liberté d'expression dont les 2 agitateurs, considérés par certains comme des journalistes, sont les symboles. L'état de santé de l'un d'entre eux, Oubeidila Mchangama, s'est sévèrement aggravé. Il a besoin de soins médicaux sérieux qu'il ne peut recevoir en prison. Après avoir vainement tenté de voir l'animateur Oubeidila Mchangama en prison, la journaliste Faiza Soulé est arrivée au rassemblement pour porter un discours ému. Nous avons eu un permis pour aller le voir. Il n'a pas pu se déplacer parce qu'il n'a pas pu quitter son lit. On dit même d'un risque d'urgence chirurgicale. Aujourd'hui, nous voulons dire aux autorités comoriennes que ce sont des prisonniers qui sont malades. Leur place n'est pas en prison. La place d'Oubeid n'est pas en prison, mais dans une clinique. Il faut qu'ils se fassent soigner sans admission en milieu hospitalier. Ces jours pourraient être en danger. En effet, ce projet est unique parce que ça n'est pas simplement des infrastructures, ce sont aussi des systèmes d'exploitation, de la billetterie, de l'exploitation de la ligne voyageur. Et donc c'est la gestion de la complexité entière de toutes ces mobilités qui sont ainsi offertes par une offre intégrée. Et ce sera la première liaison ferroviaire moderne en Afrique de l'Est et une magnifique vitrine pour
le Kenya et pour notre partenariat. Après Djibouti et Addis Abeba, Nairobi est la dernière étape de la tournée est-africaine du chef de l'État français, venu jouer la carte française face à la montée en puissance de la Chine. Nous avons fait avancer plusieurs dossiers, dont un projet autoroutier, un projet considérable de près d'1,5 milliard d'euros. Et nous avons ce même volontarisme sur un total d'à peu près 3 milliards d'euros de contrats, a expliqué Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse avec son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta. Aujourd'hui, nous saluons les délibérations avec le consortium français pour la construction d'une ligne de chemin de fer reliant la gare centrale de Nairobi, où nous traversons Eastlands, à l'aéroport international Jomo Kenyatta. Un système de trains de banlieue urbain et un système de transport en commun rapide par autobus en bon état de fonctionnement dans nos villes, en particulier ici à Nairobi, transformeront complètement la vie de millions d'habitants et feront de Nairobi une expérience merveilleuse pour les touristes et les visiteurs. Les deux chefs de l'État ont souhaité que ce projet soit accéléré pour être opérationnel d'ici à fin 2021. Plusieurs autres accords sont prévus dans les domaines de l'énergie ainsi que dans les échanges universitaires. La demande de libération de la Vietnamienne Doan Thi Nguyen, accusée de l'assassinat du beau-frère de Kim Jong-un, a été rejetée ce jeudi par un tribunal malaisien. À l'annonce du rejet de la libération de Doan Thi Nguyen, l'avocat de la jeune femme a indiqué qu'il déposerait une autre requête pour sa libération. Il a estimé que cette décision n'inspirait pas confiance dans le système judiciaire malaisien. De toute évidence, nous sommes déçus de la décision du procureur général de rejeter notre requête. Il y a tous les éléments pour que le procureur général accepte, parce que notre dossier est le même que Siti Aisha. L'Indonésienne Siti Aisyah, deuxième accusée dans cette affaire, avait bénéficié lundi dernier d'une libération surprise. La réponse est très simple et évidente. Dans le cas de Dan, elle est complètement innocente. C'est un bouc émissaire. Son cas est le même que celui de Siti Aisha. Il n'y a pas de différence, mais des similarités tout au long. Nous avons eu la même défense qu'elle. Aucune connaissance, pas d'intention de tuer, c'est un bouc émissaire. Siti Aisha a pu être libérée. Pourquoi pas Dan? Kim Jong-nam, un détracteur du régime nord-coréen qui vivait en exil, est mort après avoir reçu sur le visage un agent neurotoxique considéré comme une arme de destruction massive à l'aéroport de Kuala Lumpur en février 2017. Les deux femmes accusées ont toujours nié le meurtre, assurant qu'elles avaient été piégées par des agents nord-coréens et qu'elles pensaient participer à une farce pour un jeu télévisé. L'assassinat du journaliste Khashoggi, tué le 2 octobre 2018 au consulat saoudien d'Istanbul, ne restera pas impuni. La Commission des droits humains d'Arabie saoudite a déclaré à Genève devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU que son pays prenait toutes les mesures requises pour résoudre ce crime haineux. Elle a souligné que tous les appels lancés pour internationaliser l'enquête reviennent à s'ingérer dans les affaires intérieures du pays. Le chef de la Commission des droits humains d'Arabie saoudite est venu à Genève pour présenter les réponses de son pays aux recommandations formulées en novembre devant le Conseil lors de l'examen périodique universel de la situation des droits de l'homme en Arabie saoudite. La semaine dernière, 36 pays, membres du Conseil des droits de l'homme, ont publié à Genève une déclaration commune condamnant le royaume saoudien et exigeant une enquête efficace, indépendante, impartiale et transparente sur le meurtre de Jamal Khashoggi.